se remplir, ça c'est très très bien. On a un beau sujet qui nous attend, donc là, normalement on commence dans 2 minutes, et on va commencer à l'heure, vous allez voir. Tu peux le rebrancher. Bon, eh bien, je vais inviter ceux qui lisent leur nom en dessous à monter sur la scène. Les autres, vous ne bougez pas, hein, s'il vous plaît, il n'y a pas assez de sièges pour tout le monde. Allez-y, comme vous voulez. Bonjour. Allez-y. Ouais. Bon, apparemment, on est presque complet, hein, puisqu'on avait compté juste le nombre de chaises. Alors, il nous manque juste Pascal Mérien. Est-ce que Pascal Mérien est dans la salle? Alors, si vous êtes d'accord, on va lui laisser 3 minutes. Et il prendra le train en marche. Je vais en profiter pour me présenter. Donc, je m'appelle Gilles Roy et je suis donc le fondateur et le rédacteur en chef du site d'information aéronautique aerobuzz.fr. Aerobuzz est partenaire de l'UAV Show depuis quasiment l'origine. C'est un partenaire historique. Et puis, il y a des relations, des bonnes connexions qui se sont faites dès le début entre l'équipe de Bordeaux Techno West et puis donc Aerobuzz. Et puis maintenant, Bordeaux Techno West, BIM, et puis Aerobuzz. Alors, comme lors des précédentes éditions, j'ai le plaisir cette année encore d'animer les tables rondes. Et jeudi, j'animerai également toute la journée des Demo Day. Donc là, ce sera une autre ambiance. Nous serons au soleil, il va le faire beau. Il y aura des food trucks, donc je vous invite à venir.
Donc, compte tenu de l'actualité internationale, comme le général de division vient de nous le rappeler, les débats prennent cette année une dimension complètement nouvelle. Et là, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Ces tables rondes sont retransmises en direct sur les chaînes Twitch et YouTube d'Aérobuzz. Donc j'en profite pour saluer tous nos followers sur nos 2 réseaux. Et donc, il va y avoir, dans un premier temps, nous allons faire un tour de table. On va poser le sujet. Et ensuite, vous aurez la possibilité de poser des questions. Le chat aussi. Le chat, préparez-vous. Les questions seront relayées par Charles, qui montera ici. Charles fait partie des jeunes de l'IHEDN. Voilà. Donc, vous avez le mode d'emploi. Nous pouvons commencer maintenant. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un premier tour de table rapidement. On ne va pas rentrer dans le sujet. Vous allez juste vous présenter, dire d'où vous parlez. Et puis après... moi, j'ai déjà préparé quelques questions. Voilà, allons-y. Eh ben, on va prendre dans l'ordre. Hein. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Je suis Oscar Friedel, donc je suis le directeur des programmes d'Helsing pour la France. Voilà. Alors, peut-être Helsing, ça vaut peut-être le coup de... Helsing, nous sommes donc une entreprise européenne spécialisée dans les systèmes autonomisés par l'intelligence artificielle. Notamment des munitions téléopérées, maintenant un UCAV et quelques autres systèmes sous-marins. Oui, bonjour à tous, Anne-Pascale Guédon, je suis DG France de Destinus et aussi je couvre le Canada et les pays francophones. Je viens du groupe Airbus où je me suis occupée du fonds d'investissement d'Airbus dans la diversification worldwide. Le groupe Destinus est leader européen des drones de combat proven, low cost et spécialisé sur 2 familles de produits, les drones Deep Strike et les drones intercepteurs de drones. Bonjour à tous, Antoine Level. Alors, contrairement à ce qui est marqué, je ne suis pas du J4, je suis président de l'ADIF, l'association du drone de l'industrie française. Et j'anime au sein du pacte drone aérien de défense un groupe de travail qui est lié à tout ce qui est économie de guerre. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Hugo Mayunov, alors de la société RX Systems. Donc, je remplace mon associé Clément Picot sur cette table ronde. Donc RX Systems, c'est une société qui crée et développe des drones à propulsion bidirectionnelle. C'est un nouveau type de propulsion qui confère des nouvelles capacités aériennes au système drone dans le but justement de réaliser des appareils capables de faire de la lutte anti-drone, de la munition téléopérée et de l'inspection industrielle de manière générale. Bonjour à tous, je suis Taras Popelniuk, je suis de l'ambassade de l'Ukraine et je suis responsable de la coopération dans le secteur de BTD. Merci. Voilà, donc merci pour cette présentation rapide. Le 6e est donc Pascal Mérien, qui va prendre donc le débat en cours de route. Il est le directeur du soutien drone à la direction de la maintenance aéronautique, donc la DMAE, qui a un rôle aujourd'hui très très important dans le développement des drones au sein des unités. Alors, la question qui nous est posée, je vais vous la traduire, de l'atelier à l'usine, comment accélérer l'industrialisation des drones pour répondre aux enjeux de l'économie de guerre? Alors, avant de répondre à cette question, nous pourrions commencer par essayer de définir ce qu'est l'économie de guerre. Mais là, je crains que la matinée n'y suffise pas. Donc, on va passer tout de suite au cœur de notre sujet. Alors, selon les sources, la Russie devrait produire cette année pas moins de 1,5 million de drones. En ce qui concerne l'Ukraine, et là je parle sous le contrôle de Taras Popelniuk, donc responsable des affaires économiques à l'ambassade d'Ukraine, selon les sources, pour cette année, la production ukrainienne de drones est estimée entre 4 et 5 millions de drones. Donc quand l'Ukraine et la Russie parlent en millions, les membres de l'Union européenne parlent, eux, en milliers, et c'est au mieux. Donc, comment accélérer l'industrialisation des drones pour répondre aux besoins à venir? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre ce matin. Et je peux vous assurer
que les professionnels qui sont là n'ont pas attendu cette table ronde du AV Show pour se retrousser les manches, comme vous allez le voir. Donc dans un premier temps, on va rentrer dans le vif du sujet avec Antoine Level, qui n'est surtout pas du groupe de travail économie de guerre au J4, hein. Mais n'empêche qu'au-delà des déclarations officielles, la filière drone s'est mise, elle, en ordre de marche. Et autrement dit, on assiste aujourd'hui à une accélération. Comment ça se traduit concrètement ? Alors la filière drone française, déjà, ça regroupe aujourd'hui au sein de la DIF 55 sociétés, c'est 1500 emplois salariés, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si on regarde la croissance de cette filière-là, elle a quasiment doublé de taille en un an. Et si on regarde la population, donc on a à la fois des constructeurs de drones et des équipementiers, tous ceux qui sont dans le domaine de la défense ou qui vendent des drones à usage militaire doublent ou triplent leur chiffre d'affaires. Alors que ceux qui sont dans les activités civiles vont avoir une croissance moindre. Et je dirais qu'en tant qu'industriel ou représentant des industriels, les industriels se préparent à produire en fonction de la visibilité qu'ils ont sur les commandes ou ce qu'on leur promet comme commande. J'aime bien rappeler quelques chiffres, et vous l'avez fait. L'Ukraine produit cette année 4 à 5 millions de drones. On a fait un petit travail au sein du pacte drone aérien de défense. C'était d'estimer, si jamais la France rentre en conflit, quel serait le besoin annuel de drones par rapport à fournir. L'Ukraine, si je ne me trompe pas, ça doit être 70 brigades engagées dans le conflit. Si la France est engagée, on a l'OTAN. Et une règle de 3, en imaginant un conflit similaire, donne un besoin de 50 à 100 000 drones par an à produire si jamais la France rentre en conflit. Donc on voit tout de suite que quand on parle de millions de drones d'un côté et centaines de milliers de drones en France, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur, c'est pas du tout les mêmes mécanismes qu'on va mettre en œuvre d'un point de vue industriel. Et c'est important de le rappeler parce que quand on va parler de production de masse ou d'industrialisation, il faut savoir ce sur quoi on se base. Et à ce titre-là, aujourd'hui, les industriels français sont capables de produire, certainement pas à hauteur de 50 000 ou 100 000, et c'est l'objet du groupe de travail dans le pacte drone aérien de défense, d'anticiper et d'imaginer quelles sont les recommandations et les actions à entreprendre dès maintenant pour pouvoir être en capacité de le faire. Donc, ce que vous disiez aussi, c'est que pour que la montée en cadence se poursuive, il faut des commandes. Comme tout industriel, à partir du moment où on a une visibilité sur les commandes, l'industriel est capable d'investir sur son outil, d'investir sur son produit et de pouvoir anticiper et monter en capacité de production. Ce qu'on n'est pas capable de faire, c'est de passer du jour au lendemain de quelques milliers de drones à quelques millions de drones en termes de production. Donc tout ça s'anticipe et il faut pouvoir investir. Et pour pouvoir investir, il faut qu'on ait la visibilité pour imaginer un retour sur investissement sur les investissements qui seront faits. Je pense qu'on reviendra sur cette question plus tard concernant donc les commandes, parce que ça, c'est effectivement, j'allais dire, le nerf de la guerre. Bienvenue sur notre table ronde. Donc, voilà, donc nous sommes complets. Donc nous pouvons continuer. Donc Anne-Pascale Guédon, vous êtes donc la directrice France de Destinus. Et à sa création en 2021, Destinus est une start-up dont la vocation était de développer un avion hypersonique à hydrogène pour le transport de passagers de fret. À cette époque-là, effectivement, l'industrie aéronautique parlait beaucoup d'hydrogène. Aujourd'hui, vous aurez remarqué qu'elle en parle beaucoup moins. Certains, à commencer par Airbus, se sont fait très très discrets sur la question. 4 ans donc plus tard, Destinus a des usines de production de drones dans plusieurs pays européens, dont une ligne d'assemblage finale en Ukraine. La question, c'est comment avez-vous opéré ce virage aussi brutal ? Écoutez, en fait, il y a une notion qui existe, c'est une notion de marché. On en revient à la question d'avant. Hein. Pas tout à fait, parce que les commandes, ça ne veut pas dire forcément un marché. C'est vrai. Moi, je suis une femme du commerce, donc le marché, c'est important, c'est le besoin du client, qui ne sont pas forcément évidents à prévoir quand on est dans un univers plutôt guerrier ou de guerre prédictive, ce qu'on n'a pas envie de prévoir. Ce qui s'est passé, en fait, c'est une rencontre
entre notre fondateur et l'ex-ministre des Finances de Zelensky, le président, donc, que tu dois connaître, qui, donc, au moment de la guerre, s'est engagé dans les forces spéciales. Et donc, notre fondateur a été touché. Voilà. Et puis, comme vous le dites très bien aussi, l'hypersonique, c'est un projet qui fait beaucoup rêver. Un mathématicien dans le monde spatial. On y reviendra peut-être. Mais clairement, on a décidé de mettre la capacité de technologie au service, en fait, justement, de ce nouveau besoin urgent et massif. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous sommes engagés dans cette production, immédiatement opérationnelle et en fonction des besoins. Donc, on a commencé par concevoir et produire des drones, ce qu'on appelle Deep Strike, ou des One-Way Effectors. Alors, il y a toujours plein de dénominations, on parlait avec mon voisin. Mais en gros, c'est des drones kamikazes, quoi, qui ne reviennent pas, qui s'engagent dans la profondeur, qui étaient plutôt lents, mais à base d'IA, donc autonomes. Donc c'est selon la technologie qu'on a utilisée précédemment, pour atteindre des cibles immobiles. Lent, autonome, c'est quelles caractéristiques ces drones, quelle taille, quelle vitesse de déplacement? C'est des drones de payload de près de 40 kg. Donc c'est ce qu'on appelle les Lords, qui sont un petit peu des petits blériot, et qui sont catapultés à moteur à piston, et qui sont relativement rustiques, pas chers, mais qui atteignent leur cible. Donc on peut aller dans une profondeur de 1000 km, ce qui était quand même le besoin à l'époque, au début. Quand vous parlez d'époque, c'est à quel moment de ça? 2022, fin 2022, dès le début, exactement. Au tout début de la oui, guerre. Parce qu'il fallait neutraliser en fait les forces ennemies sur leurs capacités en fait industrielles et autres. Donc après, on a évolué vers un modèle plutôt limite missile. Donc là, à nouveau basé sur notre capacité technologique, ce qu'on appelle le ROTAC, qui est un cruise missile d'un Mach plutôt 0,7, qui est très rapide avec des payloads de 150 kg. Alors là, on n'est plus du tout dans le drone kamikaze, là. Si, toujours kamikaze. C'est toujours drone kamikaze. Si, ils n'y reviennent jamais. Hein. Ils font le job et ils ne reviennent pas. C'est un peu le but du jeu. Mais justement, c'est aussi la notion de low cost. Hein. C'est que nous, tout de suite, on a intégré le fait qu'il y avait peu de chances qu'ils reviennent. Voilà. Et voilà. Et là, maintenant, on rentre dans une nouvelle économie. C'est le drone intercepteur de drones. Puisqu'on a vu effectivement que la réactivité de l'ennemi, parce que nous on est sur le terrain opérationnel, clairement au début, que la réactivité de l'ennemi avec eux, quand on a vu tous ces essaims de drones donc, se développer rapidement, on a dû concevoir à la demande à nouveau du client des drones intercepteurs de drones. Des drones qui sont beaucoup plus petits, que vous aurez le plaisir de voir sur notre stand Destinus magnifique en face du stand du Minarm. Donc venez nous voir. Et donc qui sont des drones beaucoup plus petits, qui sont aidés grâce au radar de notre partenaire, parce qu'on a un nouveau partenaire, ça ne vous a pas échappé, Thales, avec qui nous venons signer un MOU, nous sommes très contents. Et donc qui nous permet, en fait, grâce à radar de contrôle-commande, de pouvoir intercepter une partie des drones qui sont mis en exploitation. Et donc, ça veut dire des gros investissements en termes de différentes lignes de production, et puis également d'augmenter la cadence de production. Oui. Comment ça se passe? Absolument. Parce qu'au départ, la société a été créée sur un aérodrome en Suisse, et il y avait 3-4 personnes. Aujourd'hui, vous êtes combien chez Destinus? Aujourd'hui, on est 650. Voilà, on va faire 300 millions de chiffre d'affaires en 2025, puisque évidemment, en plus, on a évidemment des MOD du gouvernement, de l'OTAN, qui sont intéressés par nos solutions, plutôt Air Défense que Deep Strike, ce qui est tout à fait normal. Voilà, et donc, quand on a décidé de se développer, on a commencé par l'Allemagne, et il y a 3 piliers, en fait, qui à chaque fois ont déterminé notre politique d'implantation et la façon dont on travaille. C'est-à-dire qu'en fait, on a un modèle industriel unique, puisqu'on est en mode full search. C'est-à-dire qu'en fait, on doit tout de suite être scalable et pouvoir, en fait, être à l'échelle de l'industrie automobile, qui est quand même notre modèle, comme qui était chez Airbus, et en même temps, d'avoir à être orchestré par l'IA.
parce que vous avez un temps de réactivité de à peu près 3 semaines quand on est sur le combat, sur le terrain de champ de bataille. Ça c'est une notion dont on reparlera assez régulièrement dans ces tables rondes, un temps de réactivité de 3 semaines. Je ne sais pas si vous imaginez, et je pense que vous imaginez, parce que depuis le début qu'existe l'UAV chaud, c'est-à-dire depuis 2010, quand on parle de temps de réaction, de réactivité, on parle en années. Là, on en est à 3 semaines. Voilà, donc on est obligé de réagir rapidement, donc on doit absolument avoir des usines qui puissent réagir rapidement, et l'IA est quand même un changement majeur. Alors ça, ce sera une autre table ronde, celui-là. Tout à fait. On ne va pas la déflorer. Non, on ne va pas la déflorer, surtout pas. Mais donc, ce qui nous permet en fait de pouvoir réagir rapidement et de produire rapidement de façon efficace et performante, parce que sur le champ de bataille, encore une fois, soit vous êtes efficace, soit vous y disparaissez. Donc c'est quand même très important. On n'attend pas 3 ans de développement, d'être certifié avant d'avoir le droit de voler. La deuxième chose, c'est l'intégration verticale. Ça, c'est très important. En fait, on fait tout. On fait tout quasiment du sol au plafond. C'est-à-dire qu'en fait, les moteurs, parce que vous l'avez très bien souligné, en fait, on est des motoristes aussi, ce qui est quand même assez unique par rapport à des dronistes. On fabrique des Rocket Motors, qui étaient au début à Payerne pour l'hypersonique. Donc ça, c'est un peu le bébé, vous voyez, la conception. On y revient. Exactement. On fait des turbojets pour notre OTA, mais on fait aussi tout ce qui est la partie donc avionique, IA, toute la partie aussi autopilote. Et on n'a aucun composant chinois et on n'a aucune réglementation soumise à ETA. Donc ce qui nous assure une souveraineté et une possibilité justement beaucoup plus rapide en fait de pouvoir développer nos usines dans les autres pays européens et bientôt la France. Alors, c'est une stratégie aussi chez Helsing de se développer dans plusieurs pays européens. Donc, Helsing, c'est un peu comme Destinus au départ, c'est une start-up que vous avez vu le jour en 2021, et aujourd'hui, 5 ans après, même pas, vous êtes 900 salariés, et vous avez créé des lignes d'assemblage dans plusieurs pays, et surtout, c'est ça qui est intéressant, vous avez lancé le concept que vous appelez le Resilience Factory. Vous pouvez nous en dire plus, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement innovant, ça. Oui, absolument. Et peut-être avant de parler des Resilience Factory, je voudrais revenir sur 3 points qui ont été mentionnés là, qui sont essentiels. Un premier point qui a été mentionné par le général dans son propos introductif, qui a parlé d'une nouvelle équation. Une nouvelle équation, c'est de la masse intelligente, et du coup à bas coût. Si c'est pas à bas coût, c'est pas de la masse, donc il faut absolument que ça soit à bas coût. Et pour que ça puisse se réaliser, il faut des marchés, comme Anne-Pascale le disait. Il faut de la commande, comme Antoine le disait, mais finalement, si on reste purement à de la commande française, ça ne marche pas. L'échelle n'est pas là. Vous m'étonnez. Il faut être par nature déjà à un niveau européen. Pour que le système industriel qu'on va mettre en place soit soutenable d'un point de vue économique, il faut absolument, par nature, travailler sur tous les marchés européens pour que l'équation tienne. Donc ça, c'est la base de la construction de l'entreprise, vous l'avez Oui, ça veut mentionné. dire que, d'entrée de jeu, vous multipliez le problème, parce qu'il faut se développer simultanément sur plusieurs marchés. Oui, mais c'est la solution. C'est la solution, ouais. Donc c'est évidemment plus complexe. Parce que les interlocuteurs ne sont pas les mêmes et n'ont pas la même réactivité d'un pays à l'autre. Absolument, pas la même réactivité. Ce qui est normal, ce sont des marchés avec des maturités différentes et avec des besoins différents et des sources de financement différentes. Puis des objectifs différents. Différents. Par exemple, vous êtes installé en Allemagne, ouais. L'Allemagne a débloqué des sommes énormes pour rattraper son retard. On en est loin en France, par exemple. On en est loin, mais c'est la traduction de ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir bénéficier des programmes qui vont être lancés en Allemagne pour développer nos produits, nos chaînes de production, et ensuite en faire profiter les autres pays. Parce qu'on a réussi à baisser le coût unitaire des objets qu'on va produire et à créer ces chaînes de production qui permettent de le faire. Après, on reviendra peut-être dans le détail sur tout ce que ça implique en termes de supply chain, mais aujourd'hui, le concept de nos Resilience Factory, c'est effectivement de mettre en place des chaînes de production et des relations avec nos partenaires fournisseurs
qui sont extrêmement serrés pour nous permettre de répondre à des délais, comme Anne-Pascale le disait, qui sont extrêmement courts, abaisser le prix unitaire de manière colossale. Et ça, c'est une des vraies problématiques. Il faut qu'on soit à la fois China-free, ITAR-free, comme Anne-Pascale le disait, et tout ça à un prix unitaire faible et à très haute qualité. Encore une nouvelle équation qu'il faut résoudre. Et c'est au travers de l'industrialisation et de la création de chaînes de production extrêmement efficaces, aidées ou pas par l'intelligence artificielle. Il y a pas mal de méthodologies, mais le point clé, c'est de savoir est-ce qu'on peut se supporter, ou est-ce qu'on peut être supporté par toute la BITD qui est autour, BITDE, si on parle d'un point de vue européen, qui fournit les composants qui vont nous permettre de produire ces différents objets. Et c'est là où on rentre dans la vraie complexité. Si évidemment on travaille avec la Chine, ils sont spécialisés maintenant dans les productions à très grande quantité, très bonne qualité d'ailleurs, et à très faible prix. Si on ne peut pas du tout travailler avec la Chine, il faut reproduire des capacités de production, avoir des fournisseurs locaux en Europe qui seront capables de monter en cadence très rapidement et à très haute qualité. Et ce n'est pas une mince affaire. Alors, la question de la supply chain, on reviendra dessus en détail et je vous demanderai à chacun de voir comment vous réglez ce problème. C'est un problème dans toute l'industrie, ça. Mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur ce concept de Resilient Factory. Vous nous expliquiez vraiment comment c'est organisé, parce que quand vous avez décroché quelques gros contrats là récemment, 4000 drones d'un côté, après 6000 je crois, c'est ça, on a vu des photos de ces lignes de production, c'est assez impressionnant quand même. Donc aujourd'hui, vous en avez combien? Aujourd'hui, on a une factory par objet que l'on va produire. Il y en a une en Allemagne qui nous permet de produire nos drones. Il y en a une en Angleterre sur lesquelles on se repose pour nos drones sous-marins. D'accord. On en parlera peut-être un peu moins aujourd'hui. Et donc le concept de base de ces Resilient Factory, c'est d'être organisé à l'avance et d'être capable de monter en cadence de production extrêmement rapidement, grâce justement à la fois à la sécurisation de la supply chain, mais aussi à la simplification absolue du design du drone pour permettre des temps d'assemblage et une montée en cadence de production qui peut être fait extrêmement rapidement, donc des temps d'assemblage extrêmement faibles. On a des ordres de grandeur maintenant sur des drones qui ont à peu près une allonge de 100 km et qui font une quinzaine de kilos, pour vous donner un peu l'ordre de grandeur, qu'on produit aujourd'hui en quelques heures, alors qu'ils étaient produits auparavant en plusieurs jours. Donc c'est ce genre d'ordre de grandeur qu'il faut passer, et c'est de ça dont on parle en termes d'industrialisation. Donc ça veut dire optimiser le design au maximum, optimiser évidemment les composants qu'on va utiliser, optimiser les matériaux qu'on va utiliser, pour s'assurer qu'on puisse le faire tout en restant à très haute qualité et à faible prix. Et donc les capacités de production de ces lignes, elles sont à quel niveau? Aujourd'hui, on est capable de produire 1000 drones par mois. Donc 12 000 par an? Absolument. Par ligne? Par ligne. Par ligne, d'accord. Ouais. Et quand vous dites une montée en cadence très rapide, ça veut dire quoi en termes de délai? En gros, il nous faut 1 mois pour doubler la ligne. 1 mois? Oui. Effectivement. Alors, Hugo, toi, tu es le cofondateur d'Aerix. Et tu as 2 ans la société que tu as créée, là, nous, on a fait connaissance au Salon du Bourget, donc c'est pour ça que je me permets de le tutoyer. On a fait une vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube d'Aérobuzz, un coup de pub au passage. Ta société, donc Aerix, elle vient juste de quitter l'incubateur de la pépinière de Bordeaux Techno-Ouest. Et quand tu entends parler ceux qu'on peut appeler aujourd'hui des industriels et qui, il y a 4 ans en arrière, étaient des startups comme toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire déjà 2 choses, que déjà ça nous donne raison sur le positionnement historique de la société que d'être dans la chaîne de la valeur du drone. Le fait d'avoir créé une société relativement tardivement par rapport aux acteurs historiques et par rapport aussi aux moyens que l'on avait au tout début pour se faire connaître.
c'est globalement le positionnement d'ARX d'être d'un côté équipementier, fournir à 2 niveaux, au niveau composant, OIM, et dans notre niveau des plateformes prêtes à l'intégration, agnostiques en termes de mission, de C2, de charge utile, d'IA et de télécommunications. Ça permet en fait, globalement en une semaine de spécifier en fait, une plateforme avec des capacités que les autres appareils n'ont pas. Je reviendrai dessus. Ça permet de spécifier en fait, un usage donné. Là-dessus, de même, dès le début, nous, l'idée n'était pas de refaire ce qui avait été déjà fait, exploré, et avec des architectures qui aujourd'hui, désormais, ont quasiment 30 ans. C'était réellement de se dire comment faire évoluer le drone et comment avoir aussi notre approche, en sachant que chez ARX, on avait vraiment une approche de roboticien. Et comment, en fait, simplement se distinguer d'un point de vue caractéristique, performance, et d'autant plus même d'un point de vue architecture. L'idée est de se dire que lorsque l'on arrive à un salon, vous voyez un ensemble de drones, comment vous les distinguez physiquement et quelles capacités vous leur donnez. Et la réalité, c'est aujourd'hui, si vous benchmarkez, aujourd'hui, on a, nous, souhaité sortir le meilleur compromis technique de par l'innovation de la propulsion unidirectionnelle, mais la montée en puissance, je dirais, est beaucoup plus relative, dès la mesure où lorsque vous innovez très fortement et que vous repartez de zéro sur le sujet, forcément, le sujet d'industrialisation, il est tout juste arrivé, on va dire. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Pour l'instant, donc, c'est un peu lointain encore, l'industrialisation. Vous avez d'autres étapes à franchir chez ARX ? C'est pas si longtemps. Aujourd'hui même, c'est un critère de base pour travailler avec les acteurs institutionnels et même les partenaires divers et variés, même notamment les grands groupes intégrateurs ou confrères dronistes avec qui on travaille. Donc la réalité, c'est que par le design, il a fallu déjà y répondre. C'est la première élément de réponse, c'est vous passez peut-être plus de temps à concevoir un système, mais celui-ci sera plus rapide à produire. Ça, c'est vraiment un réflexe, je pense, qui de notre côté, nous facilite la tâche. Et après, une montée en puissance, oui, alors aujourd'hui, on parle de quelques dizaines d'exemplaires par an. La réalité, c'est que l'année d'après, c'est des centaines, et voire des milliers. Et puis surtout, ça va très très vite. Les besoins sont énormes à l'instant présent. Et la demande, elle est là. Alors après, on en revient toujours à la même question. C'est une demande, mais il n'y a pas de bon de commande. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que globalement, et là je rejoins ce qu'a dit Antoine dessus, c'est que globalement, tout ce qui est CAPEX, une société industrielle, encore moins une start-up, a les moyens d'investir sur le sujet. Alors après, vous avez bien des solutions avec des partenaires où si jamais vous recevez une commande suffisamment importante et que vous avez déjà établi la supply chain, déjà établi les relations, les contrats qui vont bien avec vos potentiels sous-traitants, là, dans ces cas-là, vous pouvez aller très vite. Et là, on parle en effet plus d'1 an ou 6 mois, on parle de 1 mois, 2 mois, typiquement. Et oui, donc, parce que les business plans, c'est comme la réflexion industrielle, ça doit évoluer en permanence. On parlait tout à l'heure de délai de 3 semaines. Je pense que ton business plan, tu le revois en permanence. C'est le business plan, j'ai envie de dire, c'est plus le détail. La réalité, c'est que la réalité est uniquement financière et comment aujourd'hui est presque commerciale. C'est à quel moment l'acteur institutionnel vous fait confiance ou à quel moment le grand groupe vous fait confiance pour justement se dire, ok, en tant que start-up, vous avez beau avoir peu d'années d'existence, vous allez être capable, et encore plus que lorsque vous avez une innovation de rupture. Alors, quand on parle de bons de commande, moi je pense tout de suite à armée française. Tiens, et tu avais compris qu'on allait en venir donc, au rôle de l'armée. Donc, Pascal Mérien, vous êtes le directeur du soutien drone à la DMAE. La DMAE, donc, c'est la direction de la maintenance aéronautique, au sein donc, de la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Et alors, vous illustrez en quelque sorte la révolution culturelle qui est en train de se passer. Alors, je mets des guillemets à révolution culturelle, mais qui est en train de se passer au sein de la Direction Générale de l'Armement, qui essaye de mettre un petit peu de souplesse dans son mode de fonctionnement. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ce que c'est que le dispositif que vous avez mis en place il y a quelques années et comment ça fonctionne ? Alors oui, bien sûr. Bonjour. Alors, une petite correction. La direction de la maintenance aéronautique, elle est rattachée à l'état-major des armées. Directement. Voilà. Donc, elle travaille avec la DGA, en cohérence avec ce que fait la DGA, avec
on va dire, un cœur de métier de la direction de la maintenance aéronautique, qui est donc la maîtrise d'ouvrage du soutien de l'ensemble des aéronefs, dont les drones aériens. Voilà. Donc, dans le domaine des drones aériens, on l'a vu, ça fait maintenant quelques années, monter en puissance le besoin des forces armées en termes de drones aériens. Ça, c'est antérieur à la guerre d'Ukraine. Oui. Donc c'est bien antérieur puisque ça date des années 2015-2020. Mais il y a eu une accélération avec la guerre d'Ukraine. Et c'est à peu près à cette époque-là qu'on a commencé à réfléchir à la manière d'accélérer et de simplifier l'acquisition des drones pour les armées. Alors, l'objectif était de pouvoir disposer des vecteurs contractuels qui permettent aux utilisateurs et aux armées d'acheter rapidement et facilement les drones dont ils ont besoin. Alors, pour des raisons... Alors, il faudrait que vous nous définissiez rapidement. Pour l'armée française, c'est quoi rapidement? Alors, rapidement, il y a bien sûr plusieurs catégories de drones, hein, vous l'avez compris. On soutient l'ensemble des drones, donc ça va des drones de quelques dizaines de grammes jusqu'à des drones qui sont plutôt la taille d'un véritable avion. Donc, bien sûr, il faut mesurer les différences entre ces drones-là. Mais donc, ce dont on parle, ce sont des drones qui sont disponibles sur étagère, sur référence. Donc voilà, ceux qu'on commande directement à un industriel. Et aujourd'hui, pour les plus petits drones, les plus simples, l'utilisateur a la capacité de commander directement, on va dire, sur un site dédié à l'industriel auquel on a passé cet accord cadre, le drone de son choix. Donc le rôle de cet accord cadre, c'est de disposer des drones les plus vendus au monde. Et donc là, il s'agit plutôt de, on va dire, on passe la commande en quelques jours. Et on est livré en quelques semaines, donc quelques jours, quelques semaines. Donc on a considérablement simplifié et accéléré le processus de commande et de livraison. Pour les drones un peu plus gros, donc on est dans des drones là, on va dire, de renseignement, on a aussi fait cette action un peu plus tard, donc on l'a fait en 2024, il nous a fallu un peu plus de temps. Parce que ce sont des drones qui sont finalement moins facilement disponibles sur étagère, mais on a trouvé le moyen, et les industriels qui disposaient ou qui rentraient, on va dire, dans la dynamique de fournir des drones disponibles sur étagère, qu'on commandait sur catalogue. Et aujourd'hui, on commande, on va dire, passer une commande, si le drone est déjà inscrit sur catalogue, ça nous prend quelques jours. Si le drone n'est pas inscrit sur catalogue, ça nous prend quelques semaines. Voilà. Donc l'expérience nous a montré récemment qu'un drone complètement, on va dire, étranger à notre accord cadre, ça nous a pris un mois entre l'expression du besoin de l'utilisateur et la notification du bon de commande. Voilà. Ce qui est un progrès énorme. Ce qui est un progrès énorme dans la mesure où les drones sur étagère sont livrables en général en quelques mois, alors que pour les drones, on va dire, spécifiques des armées, qui nécessitent du développement, de la qualification, on était plutôt sur des années entre le besoin et la livraison jusqu'à présent. Voilà. Donc le résultat, il est véritablement de diviser par un nombre significatif les délais de fourniture. Vous avez référencé combien de modèles ? Alors, sur l'ensemble des accords cadres, on va dire sur le plus petit, on est à... Alors, les catalogues sont très évolutifs, c'est-à-dire que... on a compris là, qu'effectivement, là, il fallait, dès lors qu'on s'intéresse aux drones, il faut être réactif voilà. En ce moment. Donc il faut capter l'innovation, il faut capter les nouveaux produits. Donc on inscrit rapidement et on supprime bien sûr les anciennes références. Donc aujourd'hui, on est sur plusieurs dizaines de références sur le plus petit. Et sur l'accord cadre pour les plus gros drones, on est dans la gamme une quinzaine de références aujourd'hui de drones, on va dire de drones. Bien sûr, associés à ces drones, il y a l'ensemble des services qui vont aller pour le faire vivre, pour le soutenir, donc les pièces de rechange, l'assistance technique, les formations, et tout ce qui va nous permettre, on va dire, d'accompagner l'utilisateur dans la possession et l'utilisation. Et alors, pour un industriel ou une start-up, faire rentrer son drone dans le catalogue, ça prend combien de temps ?
Alors, la Et dynamique, quelles sont les étapes? voilà, la première étape, c'est véritablement de convaincre les utilisateurs, donc les forces armées, que le produit convient à leurs besoins. Donc, on a fait ces accords cadres pour faciliter et rendre plus constructifs les échanges entre les utilisateurs et les industriels. La demande, elle ne peut pas venir aussi des utilisateurs finaux? Si, justement, les utilisateurs, on va dire, prennent l'initiative d'aller voir les constructeurs de drones. Et une fois qu'ils ont, on va dire, les moyens, ou alors que leur état-major a véritablement décidé que c'était tel drone qu'il fallait acquérir, donc il vient voir la DMAE pour réfléchir à l'intégration de ces drones sur notre catalogue ou passer à un marché spécifique dans le cadre de ces accords cadres. Et donc là, on est dans des délais qui sont relativement rapides. Pour inscrire un drone sur un catalogue, ça nous prend quelques semaines, voilà, 1 mois, 2 mois. Voilà à peu près la logique. Et comment dire, ces accords cadres sont faits pour accueillir finalement. Donc, bien sûr, on est dans la commande publique. On est cadré, hein, donc ça ne peut pas être le supermarché. Mais par contre, ils sont véritablement faits pour accueillir les nouveaux produits, y compris des industriels qui ne sont pas titulaires des marchés, qui peuvent intégrer, on va dire, le marché comme fournisseur à ce moment-là. Et ça va relativement rapidement aussi. D'accord. Alors, on finit ce tour de table avec vous, Taras Popelnik. Et donc, je rappelle, vous êtes le responsable des affaires économiques à l'ambassade d'Ukraine à Paris. Et donc, on vient de voir avec les industriels comment ils s'organisent pour produire toujours plus. Mais le gros, quand même, de la production reste concentré dans votre pays, en Ukraine. Comment est organisée aujourd'hui la production en Ukraine? Parce que c'est assez remarquable comment elle est éclatée. Bonjour à tous. Oui, je vous remercie pour la question. Juste pour comprendre, comme vous avez déjà dit, le niveau de production qui augmente chaque année. Si on commence avec un très petit nombre de drones au début de la guerre, maintenant, juste pour le 2024, on a produit 2,5 millions de drones. Plutôt c'est FPV drones, mais aussi la plupart des drones qui étaient utilisés dans le front. Et maintenant, le but pour cette année, c'est 4,5 millions pour faire le produit en Ukraine. Plutôt la production de drones, ça dépend des types, bien sûr, mais plutôt il produit sur les entreprises étatiques, mais aussi sur les entreprises privées. Comme maintenant, avec le développement du secteur privé d'armement en Ukraine se développe très rapidement, il y a plus de 500 entreprises qui produisent soit les drones, soit les éléments pour les drones. Normalement, comment c'est produit en Ukraine, ça dépend des commandes de notre armée. Et pour ces moments, ces commandes environ 200 000 par mois. Mais la demande pour le militaire et pour l'armée sur le front est plus grande. Et c'est juste, il n'existe pas juste un système qu'on peut dire comment ça peut produire. Il existe bien sûr le système centralisé par le ministère de l'armée, mais aussi par les entreprises, par les troupes, c'est possible de commander directement. Et beaucoup d'entreprises, beaucoup de troupes travaillent directement avec telle ou telle société, c'est soit en Ukraine, soit à l'étranger. Il y a pas mal des entreprises étrangères qui travaillent exactement avec telle ou telle squad ou les autres brigades ou les autres organismes pour faire ça. Mais normalement, ça commence, au début c'était PME, maintenant il existe des grandes lignes de production et aussi ça demande pas seulement dépend de la demande de la front, mais c'est aussi demande de la capacité. C'est pas toujours possible de donner combien de capacité
si nos armées ont besoin. À cause des manques de financement, ce n'est pas toujours facile d'augmenter très vite des productions. Mais de notre côté, on est prêt à augmenter ce type s'il y a l'investissement. D'accord, merci bien. On va peut-être vous donner la parole si vous avez déjà une première salve de questions. Oui, tout là-bas en haut. Je vais peut-être demander à Charles aussi de venir voir si le chat, pour l'instant le chat est calme. Donc, si vous voulez bien poser votre question, alors je pense que vous n'avez pas de micro, donc je vais relayer votre question. Oui, c'est une question pour Mme Guédon essentiellement. Vous avez parlé de drones kamikazes ou de strike. Ce genre de drones vont être produits uniquement s'il y a un conflit. On ne peut pas penser vraiment que ça peut plus avoir des stocks énormes de ce genre de drones. Du coup, est-ce que vous avez évalué la possibilité d'avoir une espèce de chaîne d'assemblage mixte qui fasse à la fois ces drones et aussi autre chose en temps de paix? Est-ce que vous avez étudié ce cas-là? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des pistes là-dedans avec l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique, par exemple? Alors, je vais donc reprendre la question pour nos amis qui nous suivent sur YouTube et puis sur Twitch. Donc, la question s'adresse à Anne-Marie Guédon. Pardon ? Anne Pascal, oui, en plus c'est marqué ici. Ouais. Anne Pascal. Donc, concernant la production de drones kamikazes. Donc ça veut dire, quand on produit des drones kamikazes, c'est qu'il faut tout de suite avoir un débouché, là, si je peux me permettre. Il faut les utiliser tout de suite. Est-ce qu'il y a possibilité de faire des lignes de production qui seraient mixtes et qui puissent se transformer assez facilement, hein, donc c'est... Oui. Oui, bonjour monsieur. Vous avez tout à fait raison, hein, bien sûr. Les drones kamikazes, on pourrait parler aussi d'MBDA, hein, qui ne fait pas des drones dual, mais on les garde en stock quand même. Mais aussi, on peut aussi évoquer l'industrie ukrainienne qui, elle, est aussi dédiée aux drones kamikazes, parce que c'est comme ça la réalité. Et là, on parle quand même d'une BITD ukrainienne qui s'est créée, qui va avoir besoin aussi de trouver des débouchés. Alors, pour répondre à votre question, oui, on a déjà évolué, puisqu'on est parti de drones kamikazes dans la profondeur d'attaque. Maintenant, on est sur la défense. Donc, on diversifie en fait notre portefeuille de produits. On est aussi la diversification aérienne, puisqu'on a des projets innovants aujourd'hui de drones aéroportés sur des avions de transport tactiques, donc qui est aussi de la défense. On a aussi des drones maritimes. Et bien évidemment aussi, on va se tourner vers le dual, et donc vers des drones civils, plus de border surveillance ou sur d'autres demandes. Ce qui est intéressant, c'est quand on est sur la partie militaire, en fait, toute la techno militaire peut être utilisée pour la technologie civile et donc optimiser en fait ce qu'on a pu voir aujourd'hui, des drones civils, comme beaucoup en France d'ailleurs, avec la DIF, qui ont été militarisés. Ce qui est, de toute façon, c'est toujours un balancier. Après, c'est une question de vitesse et d'opportunité sur la partie civile qui tire le militaire et réciproquement. Mais oui, c'est un sujet global, mais aussi, nous, on a un marché mondial. On a un marché mondial parce qu'il y a des conflits, malheureusement, un peu partout dans le monde. Après, il y a des considérations géopolitiques qui sont très importantes, parce qu'en Asie, Taïwan, la Chine, on ne va pas se comporter de la même façon qu'en Israël, puisqu'il y a déjà des acteurs. Mais c'est évident qu'on va regarder maintenant quelles sont les opportunités duales et aussi la consolidation. Parce que nous, on prévoit de produire jusqu'à 100 000 l'année prochaine, hein, donc voilà, mais pour combien de temps après? Et là, maintenant, on a une consolidation qui va venir, où on est très bien placé, parce qu'aujourd'hui, on correspond à la passerelle, on est la passerelle en fait l'Ukraine et le monde occidental, et ce qui va permettre aussi de pouvoir procéder éventuellement à des acquisitions de sociétés existantes ukrainiennes qui auront besoin aussi de trouver des nouveaux débouchés, des nouveaux marchés, et dans le dual. Voilà. Merci beaucoup. Cette question, on aurait pu aussi la poser à Olivier Friedel. Oscar, alors là, décidément... Et j'ai même pas d'assistante pour me plaindre. C'est moi qui ai tout noté. Donc, Oscar,
Donc, Oscar et puis Anne-Pascale, je vous payerai un coup à boire en sortant. Merci. Donc, n'empêche que ma question est toujours d'actualité. Donc, vous, Ouais. Oscar. Donc, la question sur l'augmentation du nombre de débouchés qui permet d'entretenir nos lignes de production. Alors, moi, j'ai une vision un peu différente. On croit assez peu chez Helsing à la dualité. Travailler à la fois sur des drones de frappe autonomisés par l'IA, nous c'est ce qu'on fait. Pascal les appelle drones kamikazes, drones de frappe, il y a pas mal de noms différents. Utiliser ces mêmes technologies et ce même hardware pour faire des drones à usage civil, c'est vraiment très très loin. Tout le travail qu'on a fait nous justement, c'est de s'assurer que on ait les couches logicielles qui soient à bord du drone, soient d'abord dédiées à un premier type de drone et ensuite puissent être réutilisées sur d'autres types de drones. Donc des drones avec une allonge plus importante, capacité d'emport plus importante, etc. Mais déjà on mutualise les coûts de développement du logiciel sur plusieurs types de plateformes. Si je peux vous donner quelques exemples, on développe par exemple des solutions d'intelligence artificielle qui permettent aux drones de se localiser sans GPS. Ça, c'est une problématique que tous les drones ont aujourd'hui sur le champ de bataille ukrainien. Et donc, ces développements et ces dizaines, voire centaines de millions d'euros qu'on a dépensés pour pouvoir autofinancer ces briques logicielles, on peut les ventiler sur plusieurs types de drones qu'on peut potentiellement produire nous. Alors après, et Anne-Pascale l'a mentionné, c'est d'abord la recherche de différents débouchés pour les drones qu'on va produire aujourd'hui et pour lesquels on s'est mis en ordre de bataille pour massifier la production. Alors à la marge, il y a certains éléments de chacun des drones, des éléments hardware cette fois-ci, qui sont réutilisables sur d'autres types de drones. Drone ISR, drone de frappe, il y a certains modules du drone qui peuvent être réutilisés. Mais encore une fois, je le dis, c'est relativement à la marge, parce qu'on a tellement optimisé le design du drone pour en abaisser le coût et permettre une production à très haute cadence et très haute qualité, que finalement, le principal, c'est surtout de vendre ces drones qu'on a développés, de massifier de multiplier le nombre de marchés auxquels on va les vendre, avant de penser à utiliser les composants dans différents autres drones. Oui, parce qu'effectivement, il paraît peut-être un peu prématuré d'envisager déjà le futur de ces lignes de production, alors qu'on a du mal à répondre aux besoins de l'Ukraine, par exemple, en l'occurrence. Donc, mais on l'a vu par le passé dans les deux grandes dernières guerres, ont été un laboratoire technologique énorme. On a développé énormément, notamment en aéronautique. À la fin de la guerre, on s'est retrouvé effectivement avec des surplus, notamment des avions, il y en avait partout. C'est pour ça que, par exemple, les Dakota, les célèbres DC-3 sont devenus des avions de ligne. Mais donc il y a eu ce trou d'air, mais derrière, il y avait tout un savoir-faire, et un savoir-faire industriel aussi, qui fait que ça a mis en place l'industrie aéronautique mondiale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc je dirais, aujourd'hui, on se concentre encore sur la montée en cadence. Qu'est-ce qu'on en pense là-bas du côté du groupe de travail ? C'est prématuré pour l'instant de parler de la reconversion dans le civil. Il y a plusieurs aspects. Je pense que dans la question, il y avait aussi la notion de stock. Je pense qu'aujourd'hui, faire des stocks de drones dans un environnement, comme le disait Anne-Pascale, qui change toutes les 3 semaines ou tous les 3 mois, de guerre électronique, on sait que le drone, si on le garde trop longtemps en stock, il ne va plus être viable sur le terrain. Donc il y a ce besoin d'évoluer sans cesse et d'adapter sans cesse l'outil de production. Et je pense que dans ce sens-là, ce qui est particulier, ce qu'on découvre finalement avec ce conflit en Ukraine, c'est qu'on se rapproche énormément de l'électronique grand public.
Et on n'est pas sur un système qu'on a connu d'armement, où on va spécifier, développer pendant très longtemps, qualifier et mettre en œuvre. Les drones est un produit grand public, ça change très vite et tout l'outil industriel doit changer très vite. Ensuite, dans les études qu'on fait, il y a la conception du drone, donc, qui va directement dicter le temps d'assemblage. Donc on parlait de quelques heures, quelques minutes, etc. On est sur des machines qui vont effectivement prendre quelques heures à quelques dizaines de minutes à assembler. On n'est pas comme sur l'industrie automobile où on sort à une cadence de 1 drone par minute. Pour passer ce gap-là, il faut investir beaucoup plus sur l'ingénierie. Par contre, les chaînes de production, c'est des chaînes d'assemblage et ça peut se dupliquer, ce qu'expliquait Oscar. Et donc demain, si on a besoin de monter en capacité de production, on sait dupliquer l'outillage, on sait dupliquer la chaîne de production. Ce qui est important, par contre, c'est le savoir-faire. Et pour maintenir ce savoir-faire, il faut pouvoir faire tourner les lignes de production. Et là, l'usage civil peut être un moyen aussi, en dehors de déboucher sur la défense, de pouvoir faire tourner ces lignes de production et de maintenir ce savoir-faire. Il y a un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, là, que je mets, c'est la supply chain et les composants. Alors, j'allais y venir, mais si vous voulez, on peut l'aborder maintenant. Il fait partie là de mon... Mais allons-y. Mais avant, peut-être, j'aurais une question quand même pour Pascal Mérien. Donc, la DMAE, là, on parle d'extrême réactivité, 3 semaines pour... donc, on vient de dire, on ne peut pas garder des stocks. Ça va un petit peu à l'encontre de ce que vous faites. Vous référencez des produits et quand ils sont référencés, ils peuvent être aussi obsolètes d'un seul coup. Alors, on a effectivement cette problématique d'avoir le meilleur, on va dire, des drones utilisables. On n'est pas forcément dans une échelle aussi courte que peuvent rencontrer les Ukrainiens aujourd'hui. Les besoins ne sont pas les mêmes actuellement. Et les besoins ne sont pas les mêmes. Donc on a bien sûr en tête le besoin de préparer une accélération de la production. On en est aujourd'hui à construire, plutôt à essayer d'accompagner la BITD pour arriver à répondre aux besoins que nous avons, qui sont malgré tout pas forcément à une obsolescence de drones en quelques semaines. On est quand même aujourd'hui dans les drones qu'on utilise plutôt dans l'ordre de l'année. Alors l'objectif est bien sûr de réduire le stock au maximum, mais on n'est pas dans des échelles aussi courtes d'obsolescence. Voilà. Donc on est plutôt enfin, les durées de vie des drones qu'on a, c'est plutôt 1 an, 2 ans, 5 ans, on va dire. 5 ans pour les plus gros. Voilà. D'accord, mais 5 ans, ça paraît une éternité. Actuellement. Alors, 5 ans, ça paraît une éternité, c'est-à-dire qu'on va forcément accompagner, on va dire, la vie du drone d'incréments, d'amélioration. Et donc, pour nous, ça va se traduire par une initiative soit des opérationnels vers l'industriel d'un besoin particulier, augmentation de performance, changement de charge utile, ou de l'industriel qui va nous proposer des nouveaux produits. Et là, la réactivité va être dans l'intégration de ce nouveau produit, cette nouvelle référence sur le catalogue. Et donc, à l'image des drones, on va dire, de renseignement qu'on achète aujourd'hui, en l'espace de moins d'1 an, ils ont évolué déjà je dirais bien à 4 ou 5 reprises, déjà en l'espace de moins d'1 an. C'est-à-dire qu'on intègre les nouvelles technologies à un rythme enfin, tous les 2-3 mois. Est-ce qu'il faut refaire chaque fois un dossier ? Non. Toute la démarche, c'est véritablement d'échanger avec l'industriel et de le laisser prendre, on va dire, l'initiative de modifier son drone. En général, ça se passe assez vite. Donc là, on est vraiment dans des délais de quelques semaines. Et en l'espace de 2-3 mois, on a un nouveau produit. Alors, il n'est pas 100% nouveau, soyons clairs, mais il adapte les caractéristiques qu'on souhaite. Alors, ça peut être une liaison de données, ça peut être une nouvelle charge utile, ça peut être une discrétion acoustique, ce genre de choses, bien sûr. Et donc là, on est dans des délais de quelques semaines. D'accord. Alors, parlons maintenant de la supply chain, à moins que vous ayez une question. Oui, une question. Alors allez-y, on va faire pareil, je vais vous relayer. Ouais. Bonjour, je suis François Julien, fondateur de Microud, des journées des solutions sans pilote. J'ai une question pour les industriels. Oscar, vous avez parlé de consolidation. On devine que c'est sans doute lié à votre levée de fonds de 600 millions d'euros qui vous positionne dans une dynamique de pouvoir effectivement racheter d'autres sociétés.
exemple un modèle open source qui pourrait permettre, à partir d'une plateforme commune, d'avoir cet affordable mass dont vous avez parlé, où en cas de conflit, chacun peut produire la même chose, entre guillemets, quitte à l'adapter au dernier kilomètre à ses usages spécifiques, ce qui pourrait aussi d'ailleurs être une solution, cette plateforme open source, pour pouvoir ensuite embrayer sur des usages duals une fois que le conflit sera terminé, parce qu'on le souhaite tous, un jour la guerre en Ukraine finira, et que se passera-t-il de toute cette capacité de production qui est actuellement déjà en place en Ukraine, mais aussi ailleurs, grâce entre autres à des sociétés comme Destinus, qu'on peut saluer. Que se passera-t-il après la guerre en Ukraine? Est-ce qu'on sera dans une logique de consolidation, de compétition ou de collaboration, par exemple, avec une plateforme open source qui permettrait de fédérer toutes les innovations des différents pays? Alors, je vais essayer de résumer ça très très rapidement. Donc, la question s'adresse à vous, Oscar, pour commencer, mais je pense que Anne Pascal pourra également y répondre. Donc, on est dans une logique actuellement de consolidation avec le rachat d'entreprises plus petites par les plus grosses. Donc, est-ce que c'est vers ça qu'on s'achemine, ou alors est-ce qu'on peut envisager aussi une coopération avec qui déboucherait, par exemple, sur la mise en place d'une plateforme commune du style open source? Alors, open source, je pense qu'en Ukraine, ça fonctionne très très bien, ça. C'est-à-dire que la mise à disposition notamment d'intelligence artificielle, de technologie, tout ça fonctionne en ce moment au quotidien. Oui, effectivement. Je vais revenir sur deux choses. La première chose, c'est qu'il y a un effet d'échelle dans tout ce qu'on dit là. L'effet d'échelle dont je parlais un peu au début, l'effet des marchés, on doit s'adresser à des marchés européens pour pouvoir exister d'un point de vue industriel. Il faut aussi investir des sommes colossales. Nous, à date, on a levé un peu plus d'1,3 milliard pour pouvoir financer nos développements. Mais il y a une bonne raison pour ces levées de fonds, c'est qu'il faut absolument qu'on autofinance nos développements pour faire monter en maturité nos produits et les proposer sur le marché directement. Et en fait, cette montée en maturité, ce n'est pas 1, ce n'est pas 10 millions, c'est des centaines de millions d'euros qu'il faut investir pour pouvoir amener une solution clé en main qui répond au paradigme dont on a parlé tout à l'heure, masse, à bas coût et intelligente. C'est une masse de drones de frappe qui doivent frapper avec 95% de certitude. Pour y arriver, dans le contexte du conflit ukrainien aujourd'hui, avec le brouillage généralisé des communications et du GPS, c'est d'une complexité technologique assez importante. Donc pour arriver à ces niveaux d'échelle, plusieurs centaines de millions d'euros investis sur un produit, alors qu'on n'a pas encore de commande, il y a plein de questions auxquelles il faut répondre. La première question, c'est le financement. Où est-ce qu'on trouve les fonds pour y arriver? Aujourd'hui, en Europe, trouver autant de fonds pour financer du matériel de guerre, c'est compliqué. C'est plus facile aujourd'hui. Il y a 3 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Les seuls actionnaires, je dirais les seuls financiers qui sont capables de le faire, c'est des venture capitalistes qui vont vous confier leurs fonds pour pouvoir, pour pouvoir accélérer très fortement vos roadmaps de développement et pouvoir adresser de très nombreux marchés en même temps. Alors là, sur ces mouvements de consolidation, évidemment, nous, on est dans une position où, aujourd'hui, et vous avez probablement vu quelques annonces dans la presse, on rachète certaines boîtes qui sont spécialisées dans un certain type, soit de composants, soit de technologies, soit de systèmes. Effectivement, on le fait. On le fait pour la simple et bonne raison, comme toute boîte industrielle, on a un make it or buy it stratégie. Dans certains des cas, on décide de tout faire nous-mêmes, dans d'autres, ça va beaucoup plus vite d'acheter une boîte qui l'a déjà fait et qui l'a déjà bien fait. Alors la notion d'open source et de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, notamment pour la production des drones, je pense qu'il faut vraiment différencier les types de drones qui sont produits. La notion d'open source va fonctionner sur des technologies relativement simples où on peut vraiment réfléchir en termes de briques, où il y a une voilure, il y a
un calculateur avec de l'IA à bord, il y a des moteurs, un système de radiocommunication, et où l'assemblage est relativement simplifié. En revanche, pour des plateformes plus complexes, où il y a finalement une osmose complète entre le logiciel qui contrôle le drone autonome et le matériel qui doit être asservi à 100% au logiciel, la notion d'open source est plus complexe, parce que la maîtrise de la performance du système complet et finalement doit être dans les mains d'un industriel pour garantir que le tout a une efficacité opérationnelle suffisante. Donc je pense qu'aujourd'hui, la notion d'open source va dépendre du type de technologie dont on parle et du type de drone dont on va vouloir massifier la production. Donc, on est en plein dans le sujet de la supply chain. Donc, chez Destinus, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, vous verticalisez, vous? Oui, absolument. Nous, on est dans l'intégration verticale, justement pour assurer notre souveraineté et notre capacité de pouvoir s'adapter rapidement, et aussi de l'expertise et de compétences. Mais pour revenir à la question de François, c'est qu'en fait, on est aussi en levée de fonds. On est un groupe privé, donc on a besoin de lever des fonds régulièrement pour financer notre développement. Et nous venons de racheter une société d'intelligence artificielle d'Edelian en Suisse, où on a 150 développeurs et donc 18 PhD. Et ça coûte très très cher des développeurs. Et il faut aussi garder les talents. Voilà, je pense que ça coûte très cher. Et c'est très complexe parce que d'ailleurs, on aura certainement une avancée technologique majeure. Tout ce qui est GNSS Environment Denied, ce que disait Oscar, c'est comment se localiser sans GPS, c'est quand même et contrer en fait tout ce qui est jamming et spoofing, ça on aura l'occasion d'en parler, mais ça coûte très très cher en développement. Donc nous, notre priorité absolue, c'est le financement, développement interne et d'assurer notre souveraineté. En termes de consolidation, je vous ai évoqué effectivement que de toute façon, il y aura forcément, nous on est très très bien positionnés en Ukraine, puisqu'on connaît très très bien l'Ukraine et on a la passerelle avec le monde occidental. Et c'est évident qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents et qui pourront nous permettre d'accélérer notre développement dans des segments sur lesquels on n'est pas présent. Nous, on n'a pas l'intention d'aller dans tout ce qui est sous-marin, mais pourquoi pas les drones maritimes de surface, qui sont encore un segment à part entière, comme j'évoquais, l'aéroporté. Voilà, donc nous, à ce stade, l'open source n'est pas une option pour nous, puisqu'on veut pouvoir garantir notre souveraineté et être capable, en fait, de pouvoir être complètement vertical integrated, à quelques exceptions près, évidemment, mais je pense que c'est aussi notre marque de fabrique aujourd'hui qui nous permet d'attirer beaucoup d'investisseurs européens ou internationaux, parce que, comme vous le savez, en France, depuis le 20 mars 2025, on a découvert que l'ESG c'était ESG compatible, la défense, grâce à la déclaration du ministre des Finances, Eric Lombard. Mais malheureusement, c'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de profondeur, en fait, de financement. Voilà. Alors, Antoine, la filière française, comment elle s'organise au niveau de la supply chain? Elle s'organise. Oui. Non, en fait, un des sujets qu'on regarde, c'est quelles sont les dépendances critiques qu'on a sur des sources étrangères qui pourraient nous poser problème si on est en conflit ou si ces sources s'arrêtent. Et l'analyse qu'on a conduite conduit à une conclusion qui est la même que celle qu'ont les Américains et qu'ils ont annoncé récemment. Il y a deux sujets critiques, c'est les métaux rares, notamment pour les éléments permanents dans les moteurs. Là, alors c'est un sujet critique, pas simplement pour les drones, c'est pour toute l'industrie. Tout à fait. Donc il y a le moteur, mais derrière le moteur, c'est les métaux rares pour ces moteurs-là. Où aujourd'hui, on peut saluer, et où notamment au sein de la DIF, il y a Hélène Inov qui construit des moteurs français et qui apporte une solution à ce sujet-là. Et le deuxième sujet, c'est tout ce qui est cellules chimiques pour les batteries, avec des annonces récentes de la Chine en plus pour renforcer le contrôle dessus. Et pareil, on a Advantelec au sein de la DIF qui a inauguré son usine de production de cellules chimiques de batteries à Lyon il y a 2 semaines, qui fait un pas justement dans ces éléments de souveraineté. Donc sur ce qui est critique, c'est ce qu'on a identifié aujourd'hui, et il y a vraiment la volonté, en tout cas au sein de la DIF, de pouvoir développer des sources souveraines pour répondre à ces besoins. Oui, alors ça c'est une chose.
assurer l'approvisionnement sur des éléments critiques comme ça, mais il y a tout simplement ce qu'on constate notamment dans l'industrie aéronautique en ce moment, où il y a une montée en cadence qui est freinée par la capacité des sous-traitants de suivre le rythme pour des raisons de financement en premier lieu. Donc est-ce que c'est pas ça le principal problème aujourd'hui, ou c'est un problème qui vient se superposer aux autres? Alors aujourd'hui, cette montée en capacité des sous-traitants ou des fournisseurs, c'est pas un sujet qui ressort comme étant critique ou problématique. Par contre, pour moi, ça passe, comme on le disait au tout début, avec la visibilité qu'on doit avoir sur les marchés, sur les commandes et de manière à ce que toute la chaîne industrielle puisse s'organiser. On sait qu'il y a des sujets de rupture d'approvisionnement ou de long délai. Un composant électronique classique, en général, si on va l'acheter chez le fabricant, c'est quand même 12 à 14 semaines. Si on veut fabriquer des produits et les livrer en 3 semaines, ça demande de stocker ça et de pouvoir s'approvisionner. Il y a des sujets sur des lentilles avec du germanium, on va avoir des fois 9 mois de délai. Donc il y a ces sujets-là qui peuvent apparaître. Et qu'on va résoudre au cas par cas. Mais le premier point pour moi, c'est avoir la visibilité sur le marché, sur les commandes, de manière à pouvoir tirer toute la supply chain derrière. D'accord. Donc au niveau du développement d'ARX, tu me disais que vous étiez aussi à la recherche de financement, comme tout le monde, mais pour vous, c'est peut-être plus délicat parce que vous êtes vraiment au début de l'histoire. J'ai envie de dire même au contraire, hein, c'est justement, comme on demande moins, on a plus de chances d'être servi en premier, j'ai envie de dire. Donc, c'est le cas ? C'est le cas, et je pense qu'on aura des choses à annoncer d'ici quelques semaines. Tu nous réserves pas les annonces pour le salon alors? Ah non, c'est... Parce que je connais un directeur du salon qui serait content si tu pouvais faire une belle annonce là. Non? On attendra un petit peu. Trop tôt. Non, là-dessus, enfin, nous on a pensé, c'est-à-dire toujours pareil avec une certaine forme de rationalité. Alors toujours pareil, hein, c'est lorsque vous prévoyez des choses qui sont facilement intégrables, facilement interchangeables et que vous arrivez même à le faire sur vos composants, je dirais, les plus critiques. Nous, la réponse, elle se fait surtout sur la multiplication des sources de fournisseurs à notre échelle. Et par contre, ça c'est la solution classique, ça. Exactement, mais et qui fonctionne. Et qui fonctionne. Et au-delà de ça, c'est aussi pouvoir se doter de moyens pour évidemment lisser justement ces pics d'approvisionnement, donc en faisant du stock, hein, vulgairement dit. Et donc aujourd'hui, si vous êtes capable de faire du stock pour 6 mois, globalement, vous avez un relatif confort vis-à-vis des différents besoins. Et d'autant plus que lorsque de même vous n'êtes pas sensible à certains composants qui sont fréquents, on va dire, dans tous les systèmes drones, 90% des systèmes drones, je pense notamment aux avioniques, aux autopilotes et ce type de choses, vous êtes réellement capable de sortir des choses par vous-même sans forcément être complètement dépendant d'une grosse commande typiquement donnée par un grand donneur d'ordre pour, je sais pas, par exemple, livrer en Ukraine, par exemple. Alors, Taras Popelnik, l'Ukraine essaye de favoriser les investissements étrangers en Ukraine sous les formes les plus diverses. Comment ça se passe? Alors, concernant les investissements, c'est pas si facile. Il existe toujours la difficulté parce qu'en Ukraine, c'est la guerre et c'est difficulté pour investir, obtenir peut-être les argents. Mais en même temps, maintenant, il a créé le moyen qui s'appelle Defense City, qui donne la possibilité pour l'étranger investir sans payer des taxes et aussi les autres moyens qui peuvent faciliter un petit peu. Il existe bien sûr les conditions que l'entreprise doit rester en Ukraine pendant au moins 1 an et demi. Il doit travailler là-bas, payer quelque chose minimum, mais après, il existe cette moyen qu'on cherche les possibilités de demander de nos partenaires des pays alliés de nous investir. Si on prend les chiffres, et selon notre président,
notre industrie peut absorber jusqu'à 70 milliards de dollars d'investissement. 70 milliards. 70, oui, 70 milliards. Aussi des capacités de production annuelles. Je parle de tous les secteurs, pas seulement les drones. Maintenant, c'est selon le chef de notre entreprise étatique Ukrbronprom, c'est Ukrainian Defense Industries, qui maintenant est 35 milliards. Au début de la guerre, c'était 1 milliard. C'était un peu changé. Aussi, pour le 2025, on a besoin d'investissement de 34 milliards et on partage 18 milliards, c'est des financements externes et 16 milliards, c'est interne. C'est selon notre ministre des Armées. Et juste récemment, à Kiev, était un événement dans l'industrie de défense, Defensi 3, et là-bas, le président de l'Ukraine a annoncé l'ouverture de l'export. Maintenant, c'est encore le cadre législatif en train de discuter, mais la décision politique est prise. Et on peut dire que, bien sûr, il y a les conditions, que les priorités données aux armées et au stockage, et après, on peut exporter. Mais c'est quelque chose qui aussi donne la possibilité d'investir, comprendre que vous pouvez investir et vous pouvez exporter après. Parce que ce n'est pas toujours facile de convaincre d'investir, pas seulement dans le drone, mais dans tous les domaines, que vous pouvez investir. Et même maintenant, si l'export est fermé ou pas ouvert pour tout le monde, vous pouvez commencer à tester ou utiliser l'expérience qu'on a. Malheureusement, on a cette expérience et après, vous pouvez le réutiliser dans votre travail. Bien sûr, la guerre va finir un jour ou l'autre et l'export va être ouvert. Et après, vous pouvez utiliser ces expériences pour masштабiser, pour augmenter la quantité du type de production. Et maintenant, concernant les investissements, on voit que pour nous, c'est plutôt plus favorable le modèle so-called danois, quand les États investissent directement en notre industrie et après l'industrie produit les armements pour nos besoins. Mais même on soutient l'idée de l'ouverture de l'usine, aussi le transfert de technologie de notre entreprise, par exemple, comme était aussi fait par notre entreprise Firepoint, qui a ouvert l'usine au Danois. Et c'est-à-dire qu'on est prêt de travailler dans tous les domaines, soit en Ukraine ou travailler avec l'Ukraine. On est prêt à ouvrir les entreprises et partager notre expérience, notre technologie avec nos partenaires alliés. Et je pense que maintenant, il y a pas mal des entreprises qui déjà travaillent avec l'Ukraine. Si on prend par exemple la France, il y a les entreprises comme Thales qui a créé Joint Venture, c'est un très bon signal, mais aussi il existe les coopérations avec NDS, avec MDA, avec les autres entreprises, pas très grande échelle, mais il existe. Et les entreprises, de mon côté, de mon expérience, je peux dire que les entreprises d'Allemagne, au Royaume-Uni et les États-Unis, il est plus réactive. Et malheureusement, avec les entreprises françaises, ça ne marche pas toujours. Merci. Le message là, que vous adressez donc aux entreprises françaises qui sont moins réactives donc, que les autres, donc vous avez parlé de Thales, MBDA, est-ce qu'il s'adresse aussi à des entreprises, à des petites entreprises? Oui, bien sûr. Parce que je pense, à mon avis, c'est avec les petites entreprises, c'est plus facile de travailler parce qu'il est plus réagible, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, c'est pas beaucoup de bureaucratie, mais c'est toujours, comme était dit par une de mon collègue, c'est toujours les questions de financement. Parce que c'est pas beaucoup d'argent en France, en Ukraine aussi, et aussi, bien sûr, si on peut choisir obtenir le crédit et développer le business ou juste prendre l'argent en investissement en notre industrie, on choisit la deuxième option. Parce que maintenant, en France, pas beaucoup de financements directs.
pour les investissements. Il y a la possibilité de soutien des crédits, de soutien d'assurance garantie qui est donné par BPI France, mais malheureusement, on a ce qu'on a. Antoine, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui regardent du côté de l'Ukraine? Alors, je ne parle pas forcément des gros groupes, mais plutôt des petites PME. Oui, il y en a. Il en faudrait certainement plus. Après, il faut arriver à comprendre comment ça fonctionne en Ukraine et à se dépatouiller dans l'environnement. Et la problématique, c'est quand on est petit, on n'a pas beaucoup de moyens donc pour se développer. Par contre, ce qu'on essaye de... Il faut aller voir. Et une des conditions préalables, c'est de se déplacer dans le pays. Ça, c'est toutes les discussions qu'on a, c'est venez à Kiev, venez chez nous. Et c'est même, je dirais, important, et ça on l'a mentionné, parce qu'on est sur des cycles d'innovation tellement courts qu'on ne peut pas innover ou faire évoluer le produit tout en restant en France. Donc il faut aussi avoir une équipe locale pour pouvoir comprendre ce qui se passe, faire évoluer le produit par rapport aux besoins, etc. Mais il y a des ponts qui se créent. Il y a des ponts entre des filières robotiques ukrainiennes, à travers le J4, à travers des pôles de compétitivité ou des clusters, pour organiser des rencontres et favoriser ces échanges-là. Ensuite, il y a effectivement quelle forme prend ces échanges. Est-ce que c'est des joint ventures, du partenariat, de l'investissement? Ça, c'est propre à chaque entreprise. Mais en tout cas, on essaye de développer ces interactions avec les industriels ukrainiens pour pouvoir favoriser ces échanges. Alors, on était parti de la supply chain, on a débouché donc sur les partenariats franco-ukrainiens. J'avais une question ici. Allez-y. Et puis après, je prendrai la vôtre. Oui, ok. So you've already mentioned how hard it is for you to scale without the investment and the proper ROI on that investment because you don't really have the market for it. Wouldn't that be that your production, the development to approval to production cycles are a bit too long and you might not be tackling the current needs of the Ukrainian market and much more be focusing on the next big thing? And then with that question is, what are you trying to do to transform the way that you develop and you go to market in a much faster and agile way to address probably the less interesting FPV market that right now Mr. Kopelnik referred to. So how are you trying to shorten your development and go-to-market strategies and mainly production cycles? And how are you trying to maybe understand that the market requires something that is not as advanced as you're currently working on? Alors la question s'adresse peut-être à Oscar. Donc, sans révéler de secret, comment vous réduisez les délais au niveau en termes d'industrialisation? Alors, il y a plusieurs éléments. Un élément que j'ai déjà mentionné, et désolé, je réponds en français, mais un élément que j'ai déjà mentionné qui est l'investissement massif pour raccourcir justement ce cycle. Il y a un deuxième élément qui est très important, qui est une notion de prise de risque. La prise de risque, elle est multiple. Il y a une prise de risque sur une vision produit. Nous, on a des visions produits extrêmement fortes dans lesquelles on met toutes nos billes. C'est-à-dire que tous les financements qu'on a reçus vont dans, en gros, 4 ou 5 lignes de produits maximum. Et on y va à fond, parce qu'on sait qu'il y aura un marché, en tout cas, on croit qu'il y aura un marché pour ces technologies et ces produits. Donc on fait le choix de ne pas adresser du tout certaines parties du marché qui, pour nous, ne sont pas assez, qui n'ont pas assez de potentiel. Donc on a déjà fait ce travail de prise de risque assez monumental grâce à nos investisseurs qui nous soutiennent dans ce qu'on fait et qui nous permettent comme ça de dépenser énormément d'argent pour pouvoir arriver à des produits matures très rapidement. Pour les drones de frappe qu'on déploie aujourd'hui, le cycle d'identification du besoin jusqu'à la qualification du produit, aujourd'hui on l'a fait à peu près en un peu moins d'1 an et demi. Donc c'est extrêmement court déjà. C'est extrêmement court, mais pour ça on a eu besoin de ces deux éléments. Il faut qu'on ait une vision, savoir où on va, et ensuite, une fois qu'on a cette vision, on met tous nos moyens à disposition pour pouvoir y arriver. Il y a évidemment des coins de marché qu'on ne va pas adresser, et ça c'est une réalité.
Alors il y a beaucoup de compétition et je pense qu'en France souvent on oublie que la compétition est saine. C'est-à-dire que les industriels sont là pour se battre aussi et pour faire sortir les meilleurs produits au meilleur prix, à la meilleure qualité et puis s'imposer sur le marché international. In fine, la survie pour nous, pour Destinus, pour nous Helsing, mais pour beaucoup d'autres industriels, c'est la capacité d'aller s'imposer sur le marché international, de vendre nos produits à l'international. On ne peut pas juste se dire qu'on va créer un produit pour l'Ukraine, ou un produit pour la France, un autre produit pour les Anglais et les Allemands, etc. Ça ne marche pas. Alors, il y avait une autre question. Alors, donc la question elle émane donc d'un capitaine de l'armée de terre et qui s'adresse un petit peu à l'ensemble des intervenants et qui se pose la question de savoir comment vous intégrez le combattant, c'est-à-dire celui qui va utiliser vos drones. Comment vous faites remonter les besoins qu'il peut exprimer? En France, il y a le pacte drone aérien de défense qui a été créé par l'ancien ministre des Armées, Sébastien Lecornu, il y a 2 ans. Après, je vous demanderai si les réponses vous satisfont. Et ce pacte drone aérien de défense permet un dialogue entre les industriels, la DGA et les forces armées. Et du coup, l'utilisateur final, en tout cas, est représenté dans ces discussions et permet au moins de faire remonter les besoins, d'en discuter au travers de groupes de travail, qui peuvent donner lieu à des recommandations, des choses comme ça. Et ça permet aussi aux industriels d'avoir la visibilité sur ce qui arrive et donc de prendre le risque d'investir ou pas en fonction de ce qu'ils ressentent. Ensuite, il y a des expérimentations ou des challenges qui sont organisés. Il y a le Challenge Coma, typiquement, qui permet aux industriels de mettre en œuvre leurs moyens dans un exercice qui se veut militaire et d'arriver à comprendre et d'échanger aussi avec les soldats. C'est peut-être des choses sur lesquelles il faut aussi qu'on pousse beaucoup plus, mais en tout cas, c'est une partie de ma réponse. Alors, les 2 industriels. Bonjour mon capitaine. Alors, moi j'ai la chance de faire partie du Cercle Fontenoy, donc le think tank du chef d'état-major de l'armée de terre. Et je suis allée aussi à TechTerre. Et donc j'ai vu les initiatives très intéressantes de l'armée de terre. Et c'est itératif parce qu'en fait, nous, on a aussi un centre de formation, entre guillemets, en Ukraine. On a une FAL et on forme des opérateurs. Parce que clairement, le métier du combattant ou la mission du combattant évolue. Elle a évolué fortement depuis le début en fait, du conflit en Ukraine, puisque c'est pas du tout la même chose aujourd'hui, où le combattant doit être capable aussi de téléopérer des drones. Alors, est-ce qu'on va devenir une armée de téléopérateurs? Je ne pense pas que ce soit le souhait, ou en tout cas l'objectif, ni la vocation d'un combattant. Mais moi, je suis venu voir et on m'a parlé du drone du combattant. Alors, c'est encore différent que le combattant, le drone. Donc, je pense que là, on a beaucoup de travail à faire ensemble pour à la fois s'adapter à vos nouveaux besoins et que vous aussi, vous compreniez ce que la dronisation de la guerre a changé, et spécialement pour votre force armée. Voilà. Oscar? Oui, peut-être un mot en plus. Je pense qu'on a aussi, nous, une responsabilité en tant qu'industriel de venir vous montrer des choses, venir vous inspirer aussi, parce qu'on a à la fois, j'en parlais juste avant, mais on a notre vision produit qu'on veut vous partager. On a aussi, évidemment, des retours de nos premiers utilisateurs à travers le monde. Alors en Ukraine, il y en a beaucoup, évidemment. Il y en a dans d'autres pays. Et donc je pense qu'il faut s'inspirer de ce que les combattants, dans différentes zones et avec différents usages, ont comme retour d'expérience. Donc, nous, notre postulat, c'est vraiment que l'industriel doit prendre sa responsabilité, développer en fonction de ses retours d'expérience et venir vous présenter pour suggérer aussi le besoin. Parce que sinon, on se retrouve perpétuellement dans un cycle où il y a beaucoup de dialogues, mais il y a assez peu de choses qui sont montrées ou assez peu de choses qui sont développées. Et donc,
pour nous, mettre dans la main des systèmes, mettre dans la main des opérateurs des systèmes, c'est le choix numéro 1 pour suggérer le besoin et s'assurer que, ensuite, après modification, évidemment, s'il faut transformer les systèmes pour s'adapter encore plus, pour qu'on arrive au bon système pour les bons opérateurs. Oui, bien sûr. Oui, alors je pense que là vous mentionnez deux choses différentes. Il y a le retour d'expérience sur les systèmes existants. Par exemple, si un système a des algorithmes d'intelligence artificielle à bord, le rétex journalier même de leur utilisation sur le champ de bataille peut être utilisé pour améliorer ce système-là. Pas pour le transformer radicalement, mais en tout cas pour améliorer la performance de ce système-là. Et ensuite, il y a le développement de nouveaux systèmes, où là, effectivement, je pense qu'on fait appel à beaucoup plus de sources d'informations pour pouvoir développer des nouveaux systèmes pour des nouveaux besoins avec des nouveaux opérateurs et venir vous les présenter. Donc je pense qu'il faut différencier les deux types d'amélioration. Taras, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais juste ajouter un petit peu. C'est quelque chose que vous avez déjà dit. C'est important que le délai d'expérience, de retour d'expérience était très court. Parce que si on prend notre expérience pendant la guerre, il y a constamment un changement des conditions. C'est constamment un changement des fréquences. Les autres, on utilise les différents types de drones. Maintenant, c'est plus le drone avec les fils. C'est pas si facile à adapter si le délai d'examination prend beaucoup de temps. C'est pourquoi on demande des entreprises de venir en Ukraine. Vous pouvez envoyer, tester votre drone, votre système de guerre électronique ou les autres moyens. Ce sera testé. Au début, c'est pour un polygone, après dans les conditions réelles, et après vous retournez l'expérience, la vraie expérience que vous pouvez utiliser. Mais cette condition qu'on a maintenant, qui nous démontre que ça doit être toujours. C'est pas possible de faire une fois ou deux fois, c'est toujours. Parce que la guerre continue, il change complètement le moyen comment il était fait avant. Mais il faut que l'industrie et l'armée doivent être toujours en contact, soit pour les questions techniques, soit pour la question des soutiens, de gestion, etc. C'est très important. Oui, il existe pas mal. Il existe le cluster qui s'appelle Brave, vous pouvez tester là-bas. Après, il existe la possibilité de tester directement aux armées. C'est le groupe de forces qui fait ça. Aussi, même ici, à l'événement, je vois une école de drones qui fait le combat et faire l'éducation. Vous pouvez leur demander directement, même de l'Ukraine. Merci. Alors, Pascal Mérien, vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Pascal Mérien, vous êtes directement en contact avec les combattants aussi et les utilisateurs finaux. Alors, oui, et d'ailleurs, je voulais un peu rebondir sur cette question. C'est véritablement l'objectif qu'on s'est donné au travers de ces achats rapides qu'on est capable de faire, au travers des accords cadres qu'on a construits. C'est de rendre les plus constructifs possibles les échanges entre les utilisateurs et les industriels par le fait que globalement ça peut déboucher très vite sur une commande, sur des expérimentations. Donc on a déjà beaucoup d'exemples d'échanges entre les utilisateurs et des industriels. Alors pour le coup c'est des industriels français en ce qui nous concerne, qui ont conduit à des améliorations significatives. Alors, je vais parler de caractéristiques qui sont primordiales pour les utilisateurs, qui ne sont pas forcément au cœur de préoccupations des industriels et que les utilisateurs révèlent. Alors, je vais parler d'ergonomie d'une station de télépilotage. Je vais parler de terrain, de décollage, d'atterrissage, de bruit éventuellement. Donc oui, il y a
déjà beaucoup d'échanges constructifs et c'est l'objet, on va dire, des marchés qu'on a passés, c'est de rendre le plus constructif possible les échanges entre les forces et les industriels pour arriver à des évolutions très très rapides des produits qui sont proposés. Voilà comment finalement l'accélération de la prise en compte ou l'amélioration de la prise en compte des avis utilisateurs se matérialise en fait au travers de nos marchés tout récents. Merci. Donc, on va en rester là. J'imagine que vous pourrez prolonger les échanges avec les intervenants qui vont rester sur le salon. Et donc, ce qu'on peut retenir de ces échanges passionnants, moi, en tous les cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est que le passage à l'économie de guerre ne se fait pas au même rythme partout à travers l'Europe, et que la France a encore des efforts à faire pour entrer dans la course à l'armement. Et avant de nous quitter, je voudrais remercier donc nos 6 intervenants, remercier aussi ceux d'entre vous qui ont posé des questions, que ce soit ici ou sur le chat. Et puis, je vous donne rendez-vous à 14h, ici même, pour parler de Drone MAL, du CAV et de Loyal Wingman. Là, on passe dans une autre dimension encore. Voilà. Merci à vous tous.